Vous allez vous réunir au cours de la fête de l'UMA demain Oui, c'est la plus grande fête populaire de ce pays avec la foire du trône, mais là avec c'est politique. Yanis Varoufakis et d'autres leaders de la gauche européenne, dont l'ancien ministre des Finances d'ailleurs de Matteo Renzi, Oui, votre monsieur ami Stefano Fassina. Pascal Lafontaine. Pour faire quoi? Pour dire non à l'euro? Alors, nous allons ensemble lancer le processus en faveur d'une conférence internationaliste, on l'appelle comme ça, pour le plan B. Le plan B, ça consiste à ne pas regarder le gouvernement allemand décider pour tout le monde. Je m'explique très rapidement. Le plan A, ça consiste à négocier raisonnablement et à dire, si nous gouvernions la France, c'est pas pareil que la Grèce. La Grèce, c'est 2% de l'économie européenne, nous, c'est 18%, à peu près autant que les Allemands. Donc, si nous venions à nous fâcher, parce qu'on nous brutaliserait, on appuie sur le bouton, il n'y a plus ni euro ni Europe, parce qu'on ne fait rien sans la France. Donc, vous voyez bien, la situation n'est pas la même que celle des Grecs. Donc, le plan A, c'est négocier raisonnablement en disant aux gens avec qui nous Mais vous en parlons, êtes encore les là? partenaires, attendez, moi je pense qu'il faut toujours faire la preuve de sa bonne volonté et de sa capacité à D'accord. discuter. Mais à Mais partir du moment où l'Allemagne, comme d'habitude, et M. Chaobleu qui prétend forcer la démocratie française, eh bien, à partir du moment où on nous dit non, alors il faut être capable de faire autre chose. Et je voudrais vous faire remarquer une chose, M. Mazerolle. On dit souvent, mais qu'est-ce que c'est que votre histoire de plan B? Le plan B, c'est l'ensemble des options qui permettent de ne pas céder, y compris l'option qui consisterait à quitter l'euro. Mais vous savez comme moi que jamais oui, mais les États européens est-ce que, n'accepteraient une est-ce chose que, comme est-ce que celle-là. À l'occasion de la crise grecque, le 20h de TF1 du 14 juillet 2015 répondait aux questions: peut-on sortir de l'Union européenne? Peut-on sortir de l'euro? Les statuts européens, sans doute trop optimistes, ne prévoient la sortie d'aucune monnaie. Que peut-il se passer concrètement? Les explications très claires de Pascal Boulanger et Jean-Marc Martineau. Un pays membre peut quitter l'Union européenne. C'est vrai, l'article 50 du traité de Lisbonne autorise un pays à quitter l'Union s'il le souhaite. Les traités prévoient un retrait de la zone euro. C'est faux, car il n'y a pas de traité. Aucun texte n'organise le retrait. La sortie de l'euro ne peut donc se faire qu'en association avec la sortie de l'Union européenne dans le cadre de l'article 50 du TUE. vous avez la force suffisante dans cette gauche de la gauche, alors qu'on voit que Syriza s'est fracassé sur la réalité, qu'en Espagne, Podemos, son leader, est en train de dire on va se normaliser? Bon, écoutez, là Il n'y a vous pas, venez... il y a pas l'épreuve de la réalité? Mais non, il y a l'épreuve de la violence. Monsieur Mazerolle, ça n'est pas à l'épreuve de la réalité que Monsieur Tsipras a dû signer, c'est à l'épreuve de la violence. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à discuter, on lui a dit très bien on discute, mais on vous coupe les Oui, mais liquidités, enfin, on ferme les banques. il a canné. Ah, et ben oui, là, lui, il a dû faire ce choix-là, que pour ma part, je ne ferai pas. Mais je comprends qu'il ait dû le faire. C'est un tout petit Non, mais pays. d'accord, mais quelle est votre force? Alors, monsieur Mazerolle, Vous êtes divisé avec les communistes et voilà. Oui, oui, c'est ça. Je sais que vous posez des questions avec l'esprit un peu taquin, ce qui est normal, c'est fait pour ça. Mais si vous commencez à penser que la France n'a plus aucun pouvoir et qu'il lui reste juste à accepter le statut de colonie du gouvernement allemand, c'est votre point de vue que contient la question. Quant à moi, non. Je pense que la France est puissante et qu'elle a les moyens de s'opposer à ce type de pratique. Car voyez-vous, monsieur Mazerolle, pourquoi n'interroge-t-on pas madame Merkel? Elle a un plan B. Si vous n'êtes pas d'accord, elle vous fait le Grexit, le Francit, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, eux, ils ont un plan B. Le plan B, c'est ou vous cédez, ou on vous tue. Eh bien, je pense que ce langage-là, il ne devrait pas être permis de le tenir à la France. Et en tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, on ne le tiendra pas. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. EELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique, c'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant, voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale. Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français
si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples, et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi ? Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je sais pas, je crois qu'il y a 4 fenêtres, hein, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, c'est pas 4 ou 5 fenêtres, là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui donnent Europe Mélenchon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien faites un calcul statistique, c'est ce que j'ai fait, j'ai présenté ça dans l'école des étudiants de Polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon, ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000000 une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, qu'elle puisse arriver, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années, tous les 37 milliards d'années. Autrement dit, jamais. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de s'opposer à ces directives, puisque nous avons accepté un traité. Un traité, c'est pas un torchon. Un traité, c'est quelque chose de sérieux, c'est comme un contrat. Moi, je commence par dire la France est la 2e puissance du continent économique et la première population dans 15 ans. On ne fait pas l'Europe sans nous. Nous n'avons pas à marcher le bonnet à la main chaque fois que Mme Merkel et les conservateurs allemands nous convoquent pour nous faire avaler leur politique qui correspond à leurs intérêts nationaux. Je dis donc clairement que si l'on n'entend pas ce que dit la voix de la France, nous disposons du moyen de passer outre. Si d'aventure on refuse de mettre en œuvre les directives européennes et les clauses du contrat, il faut savoir qu'il y a un coup de bâton qui nous attend. Il nous est déjà arrivé. C'est que la Commission européenne, en vertu des traités européens, doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg pour violation des traités. Et à ce moment-là, la Cour de justice, ce sont des magistrats européens qui regardent les traités à la loupe, qui regardent les directives et qui demandent ensuite des comptes à la France, mais c'est vrai aussi au Luxembourg, à l'Italie, à la Grèce, à Chypre, à la Finlande, et qui leur disent bon, est-ce que vous avez appliqué ? Montrez-nous. Et si effectivement les juges constatent qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, à ce moment-là, ils nous mettent des injonctions de faire, des obligations de faire, avec des astreintes financières. C'est arrivé sur l'affaire des OGM, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait la France avait l'obligation d'introduire les OGM venant de Bruxelles, et elle ne le faisait pas, parce que les députés ne voulaient pas voter à l'Assemblée. Vous voyez ? Donc on est resté dans cette situation. C'est votre exemple. C'est ce que M. Mélenchon appellerait désobéir aux directives. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, là, au bout de plusieurs mois, la Commission européenne, finissant par avoir la moutarde du montant au nez, comme elle en a l'obligation par les traités, elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui a examiné l'affaire, et la Cour de justice a condamné la France à introduire immédiatement les OGM en France, sauf, et si elle ne le faisait pas, il y avait une astreinte qui était de 163 000 € par jour de retard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours, la France était taxée de 163 000 €. Alors, je vois d'ici des gens qui vont dire « Et alors, et si on n'obéit pas à ça ?» Ah oui, on peut aussi ne pas obéir à ça. Mais si on n'obéit pas à ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on viole les traités. Ça veut dire qu'on crée
une situation de conflit général en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il se passera qu'on sera dans une situation de blocage et que l'on ne pourra pas changer les traités. Je rappelle que les traités sont des traités qui ne peuvent se changer qu'à l'unanimité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France sera sommée par les autres États d'appliquer le traité. La seule conclusion d'une telle partie de bras de fer, ce serait soit que l'on accepte la corde au cou de revenir avec les autres, soit qu'on en sorte de l'Union européenne. Mais on en sortirait à ce moment-là dans les pires conditions, mais on serait mis à dos tous les autres. Ce que nous proposons, nous disons, mais il y a un article dans les traités, dans le traité de l'Union européenne, le TUE, qui s'appelle l'article 50, qui prévoit justement comment on peut sortir posément, gentiment, sereinement de l'Union européenne, parce que le traité prévoit une clause de sortie, c'est d'ailleurs une obligation pour tous les traités internationaux. Donc pourquoi ne pas faire ce qui est prévu par les traités? Pourquoi avoir une approche conflictuelle qui ne pourrait mener qu'à une explosion générale et à des conflits majeurs avec les autres? S'agissant des grandes questions économiques et monétaires, nous sommes encore plus sous le carcan des autres. Là, j'allais dire, j'enfonce des portes ouvertes. La plupart des gens maintenant ont commencé à comprendre comment ça se passe. Pour tenter de rendre viable l'euro, nous avons des injonctions, non seulement d'ailleurs venues de la Commission européenne, mais également de la Banque centrale européenne et aussi du Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qu'ils appellent la Troïka, où on a renforcé encore les contraintes de coordination économique. Voilà. On a appris il y a là, le 26 septembre, M. Moscovici est arrivé comme un bambin à la Commission européenne. Il a été reçu par le commissaire européen, M. Olli Rehn. On doit envoyer notre copie budgétaire à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, il s'agit d'une nouvelle procédure de surveillance. Dans quelques jours, en effet, Paris va envoyer à Bruxelles sa copie budgétaire pour avis. Et ensuite, les experts européens vont examiner la trajectoire, les grands équilibres de ce budget. Est-ce que la réduction dite historique des dépenses est au rendez-vous? Et puis, ils donneront soit un feu vert, soit un feu clignotant. Alors bien sûr, Bruxelles ne peut pas déchirer notre copie, mais peut tout de même nous demander de la revoir. La France a présenté sa copie budgétaire pour essayer d'obtenir, et le journal Le Figaro a titré « La France obtient un bon point ». Enfin, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Désormais, c'est un Gus, M. Olli Rehn, qui est finlandais de nationalité, qui a été formé dans le Minnesota à Saint-Paul, puis ensuite qui a été diplômé de l'université de Berkeley en Californie. Ce monsieur n'a été élu par absolument personne, ni en Finlande et a fortiori en France. Et c'est ce monsieur qui vient nous dire si notre budget lui convient. Bon. Au passage, c'est un viol éhonté de l'article 3 et de l'article 12, je crois, ou 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 3 prévoit que la souveraineté réside éminemment dans la nation et que nul individu, nulle portion du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Bon. Maintenant, la souveraineté budgétaire s'exerce sous le contrôle d'un Finlandais. Bon. C'est le viol de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc on est un gouvernement, une structure qui piétine les droits de l'homme. Ils ont les droits de l'homme plein à la bouche, mais en réalité, ils piétinent la souveraineté populaire et nationale, telle qu'elle est fixée justement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, en vertu de ça, vous avez, c'est pas seulement la France, vous voyez bien ce qui se passe en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, les injonctions de tailler dans les dépenses sociales, de revenir sur les acquis sociaux, de brader les services publics, etc. L'Union européenne et le FMI n'ont pas l'intention de renégocier les mesures de rigueur imposées à la Grèce, car le gouvernement n'arrive pas à réaliser les objectifs demandés. La décision sur le déblocage des fonds se fera une fois la revue de la Troïka achevée, a déclaré le porte-parole de la Commission, car ces derniers mois, des reports significatifs ont affecté la mise en place du programme en raison des élections notamment. La Grèce a normalement besoin pour le 20 août prochain d'une aide intérimaire pour rembourser à la Banque centrale européenne un montant obligataire de plus de 3 milliards d'euros. Des négociations sont en cours. Donc il est absolument impossible en France
de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème « je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc. », sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont les grandes manettes stratégiques, hein, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur, je sais pas, l'investissement dans les monuments historiques. Ça, mais ça, ce sont des choses, c'est des choses de second ordre, ce sont des choses, des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc. Tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement. Alors on touche ici du doigt quelque chose qui est vraiment absolument décisif. C'est que la probabilité de changer l'Europe est nulle. Et donc l'idée que l'on puisse changer d'Europe est une idée qui est a priori de bon sens, sympathique, mais quand vous regardez la réalité de la dynamique, quand vous comprenez que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle est le fruit, la résultante de négociations terrifiantes où on a allé au clash 50 000 fois et donc ce sont des compromis sur lesquels plus personne ne veut revenir. Plus personne ne veut revenir. Hein. L'idée de faire par exemple une Europe qui protégerait les services publics à la française, il y a une majorité de Français qui sont d'accord, mais jamais vous n'aurez l'accord des Luxembourgeois, jamais vous n'aurez l'accord des Britanniques ou des Néerlandais, jamais, jamais. Donc ce qui est fait maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Voilà. C'est la raison, et ce calcul statistique, je crois, est parlant. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir d'autre Europe. Donc la conclusion, c'est que l'Europe est irréformable, elle ne peut être que comme elle est. Et il y a donc deux conclusions, soit on y est, et donc on accepte la suite des événements, en ayant compris que maintenant tout nous échappe, soit on se redresse et on dit non, c'est pas possible, et on en sort.